On va faire une application du théorème de Gauss. Et donc je vous invite à reprendre juste cet énoncé-là. On va prendre un cas simple pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va prendre une surface chargée qui est une sphère creuse de rayon R, qui porte une charge Q uniformément répartie sur sa surface. Donc vous reprenez juste cet énoncé-là, et puis on va déterminer le champ à l'extérieur de la sphère, créé par cette sphère, et à l'intérieur de la sphère. Donc on va reprendre ce point-là et ce point-là. On imagine que la sphère est chargée positivement, par exemple. La somme de ces charges-là est égale à Q, qui est uniformément répartie. Pour appliquer le théorème donc on cherche le champ créé par cette sphère en un point extérieur. Pour cela, on va commencer par définir une surface de Gauss, alors le plus symétrique possible. Si on cherche par exemple le champ qui est en ce point-là, on va tracer une sphère qui passe par ce point-là, justement. Une sphère qui a un rayon petit r. Pour déterminer le flux à travers cette surface bombée, là, qui ressemble à une orange, on ne sait pas faire, donc on va la découper, comme on l'a vu tout à l'heure, en plein de petites surfaces. Pour pas trop charger, je ne vais pas faire toutes les lignes, mais voilà. On va imaginer qu'on a tout découpé, si bien que si on isole par exemple cette petite surface-là, le champ est radial, donc comme il décharge plus, le champ sort et est dirigé vers l'extérieur, voilà. On peut considérer qu'à travers cette petite surface qui est plane, le champ est uniforme, et le vecteur surface, il est par définition perpendiculaire à cette surface et va vers l'extérieur, donc par exemple il serait comme ça. Finalement, le flux du champ électrique, qui est noté juste au-dessus sous nos yeux, c'est E, donc vecteur E scalaire vecteur dA. Je vais déjà juste limiter l'expression à ça. On voit qu'entre E et dA, l'angle est nul, donc on va avoir l'intégrale de E, la norme de E, fois la norme de dA, fois le cosinus entre les deux qui vaut 0, et donc ça fait 1. Le champ étant uniforme, je peux le sortir de l'intégrale, donc il va me rester EdA fois 1, et la primitive de, c'est comme si on avait 1 dA, comme 1 dx, c'est 1. Donc je vais avoir finalement que le flux du champ électrique à travers cette surface sphérique là, c'est E fois A. Et A, c'est la surface d'une sphère, de la sphère orange ici, que j'ai choisie. Donc c'est 4 pi r au carré. R, c'est petit r au carré. J'utilise maintenant tout le théorème de Gauss qui me dit que ce flux-là est égal à la somme des charges à l'intérieur de la sphère choisie, de la sphère orange, sur epsilon 0. Donc je vais me retrouver avec E fois 4 pi r carré égale la somme des charges au total, on m'a indiqué dans l'énoncé que c'était Q, sur epsilon 0. Voilà. Et grâce à cet exemple simple, on a trouvé en 2 lignes le champ électrique créé par une sphère. Je passe le 4pi de l'autre côté, donc je vais me retrouver avec 4pi epsilon 0, Q sur R carré. Donc il ne faut pas que ça vous embrouille, mais il se trouve en effet qu'on retrouve exactement la même formule que si on avait une charge ponctuelle. Alors c'est le cas en effet quand on a une sphère chargée uniformément, comme on l'a vu, en un point à l'extérieur suffisamment loin. Donc on pourrait mettre cette conclusion-là qui est dans la diapositive. Le champ à l'extérieur de la sphère, c'est le même que si la charge était ponctuelle et au centre de la sphère. Alors je ne veux pas vous embrouiller, mais il se trouve que si on remonte à la diapo 8, c'était déjà évoqué quand on parlait du champ créé par une charge ponctuelle, on disait il y a une exception, c'est
Enfin, la loi de Coulomb ne s'applique qu'à des charges ponctuelles, c'était la formule qu'on avait vue donc au départ, mais aussi à une sphère avec une charge uniformément répartie à sa surface, et tout se passe comme si la charge de la sphère était concentrée en son centre, et R était la distance du centre. Ben, on est exactement dans cette partie-là. Et c'est ça ce qui est compliqué des fois dans son poly, c'est qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas comprendre. Au moment où on lit la diapo 8, on ne peut pas le comprendre, mais maintenant on peut, grâce à cette diapo qu'on vient de lire, la diapo 34. On va maintenant déterminer le champ électrique que créerait cette sphère-là, mais à l'intérieur. Alors, je vous invite à redessiner la sphère chargée. Cette fois-ci, on souhaite déterminer le champ à l'intérieur. Donc, on va choisir une surface de Gauss, toujours fictive, fermée, la plus symétrique possible. Donc, on va prendre une sphère. Et cette fois-ci, à l'intérieur de la sphère uniformément chargée qui était noire. La sphère choisie ici, le même centre bien sûr, mais c'est à une distance petit r, et je cherche le champ, voilà, à la distance petit r du centre. Alors on va pas perdre de temps, toute la première ligne ici est la même, c'est-à-dire que je ne sais pas trouver le flux à travers une surface qui n'est pas plane, je la découpe en plein de petits carrés, de petites surfaces qui sont suffisamment petites pour être considérées comme planes, et donc finalement le flux sera aussi égal à E fois A. Et E égale 4 pi r carré. Donc je me retrouve finalement à nouveau avec la deuxième ligne, hein, voilà, E fois 4 pi r carré, ça c'est l'expression du flux à travers la surface verte, et ça va être égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface verte choisie. Et il se trouve qu'ici, comme on nous a précisé que la sphère était creuse, ben la somme des charges est égale à 0 sur epsilon 0, donc ça va faire 0. Donc là, finalement, ça veut dire que le champ à l'intérieur de la sphère creuse est nul. C'est ce qu'on va reprendre ici. Donc la charge étant nulle à l'intérieur, donc E égale 0 en tout point à l'intérieur de la sphère chargée. Donc ce sera le cas à l'intérieur de conducteurs à l'équilibre, hein, de conducteurs chargés de la même façon. On va faire un bond à la diapositive. On peut faire un bond à la diapositive 44 sur le potentiel électrique, qui nous dit que quand le champ est nul dans un conducteur, eh bien tous les points à l'intérieur et à la surface du conducteur sont au même potentiel. Et on reprend donc l'exemple de la sphère conductrice Q et R, et donc le potentiel à l'intérieur sera constant et égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 Q sur R. On va reprendre donc ce résultat. Donc là, on a fait une application par rapport à une sphère. On va faire une application par rapport à une plaque chargée. Ce sera la diapo 14. Alors très rapidement, on va faire un dessin. On imagine une plaque vue de côté, uniformément chargée. Donc je vais noter ici. Imaginons que ce sont des charges positives. Et on cherche le champ créé par cette plaque-là. On s'occupera simplement du résultat, donc là on va aller assez vite sur la démonstration. On choisit une surface de Gauss. Alors il se trouve qu'ici, il faut juste me croire, on va utiliser une surface, un cylindre. Donc je cherche le champ créé, donc, voilà, par exemple ici. Je vais prendre donc un cylindre.
Alors, le cylindre est composé d'une surface ici rectangulaire en fait, hein, si on coupait, et un couvercle ici. Hein. Sur cette surface-là, partout autour, le vecteur surface est un vecteur, donc par exemple comme ça. Là on le voit bien sur ce côté-là, mais là il viendrait vers nous, là il irait vers le bas. Ici sur le couvercle, le vecteur surface est dirigé comme ça. Comme les charges sont positives, les lignes de champ sont dirigées vers l'extérieur, et donc par exemple sur cette surface-là, le champ sort comme ceci. Hein. Le champ est comme ça. Ici, il est ici, comme ça. Ce qui fait que sur tout ce côté-là du cylindre, E est perpendiculaire à DA, donc le flux sera nul puisque j'aurai un cosinus de 90. Il n'y a pas de flux, il n'y a pas de champ qui sort ici, il n'y a pas de courant d'air qui sort de ce côté-là. Je vais sentir le courant d'air qu'ici. Donc finalement, le flux, encore une fois, vous embêtez pas trop, hein, ici c'est un peu compliqué. Le flux qui s'écrit toujours de la même façon, là c'est ma surface noire, hein, E scalaire dA. Ce serait le flux autour de cette partie ici, qui est un rectangle en fait, et le flux du couvercle. Le flux autour du rectangle est nul, et le flux au niveau du couvercle est égal finalement à E fois A. Puisque E est uniforme, je le sors de l'intégrale, et j'ai juste à faire la primitive de 1dA comme tout à l'heure. Le théorème de Gauss nous dit que le flux est égal à la somme des charges, on va appeler ça Q, sur epsilon 0. Ce qui fait que le champ créé par la plaque a une certaine distance, assez éloignée. Quand on dit infini, ça veut dire que... Enfin, pardon, c'est pas assez éloigné, c'est le contraire. Quand on dit plaque infinie, ça veut dire qu'on va se placer suffisamment proche pour qu'elle paraisse très grande. Et donc je vais avoir Q sur A epsilon 0. Voilà, le champ créé par la plaque. On verra plus tard que la charge répartie sur la surface A, c'est appelé la densité surfacique sigma. Imaginons maintenant que l'on ait deux plaques. Je vais faire une rouge, chargée par exemple positivement, à proximité d'une autre plaque chargée négativement. L'ensemble de ces deux armatures va former ce qu'on appelle un condensateur plan. Alors, la plaque chargée positivement, elle crée un champ perpendiculaire, hein, c'est ce qu'on a vu avant, perpendiculaire, isolé complètement la plaque rouge, hein, elle crée un champ. Vous oubliez la plaque verte, elle crée un champ, E, comme ça, qui s'éloigne de la plaque rouge. Parce que quand la charge est positive, le champ s'éloigne. Donc on aura un champ comme ça. Au niveau de la plaque verte, la charge étant négative, elle crée un champ qui va vers la plaque verte. Je le dessine en 3 fois puisqu'on a 3 parties. Finalement, on s'aperçoit que à l'extérieur, les deux champs vont s'annuler, qui sont même direction opposée, et on se retrouve entre les deux plaques avec deux champs qui vont s'additionner. Et comme chaque champ créé par une plaque est égal à sigma sur epsilon 0, là le champ à l'intérieur du condensateur sera égal à 2 fois cette formule-là. Si l'on veut terminer maintenant, on va prendre le dernier exemple qu'il donne, c'est-à-dire le champ créé par un fil infini. C'est l'expression qui est à la diapo 13. Mettez toujours les diapos qu'on a vus. Hein.
C'est comme tout à l'heure, donc là on a un fil très infini, ça veut simplement dire que, donc par exemple, il est chargé positivement, et dire qu'il est infini signifie qu'on va se placer très proche du fil, ou qui nous paraisse très très grand. Bon là je vais faire un truc un peu plus éloigné pour qu'on voit quelque chose. Donc si on veut le champ créé par ce fil en un point M, il se trouve que ce sera de la même façon qu'on a vu avant, c'est un champ perpendiculaire au fil. De la même façon ici, le champ créé par la plaque est perpendiculaire à la plaque. Là, il est perpendiculaire au fil. Et en appliquant le théorème de Gauss, ce qu'on ne va pas faire ici, il faudrait à nouveau choisir une surface fictive, etc. On va trouver un champ E égal à 1 sur 4 pi epsilon 0, 2 fois lambda sur petit r. Alors, comme la norme est positive, ici on a mis valeur absolue de lambda. Ici, pour être plus rigoureux, il faudrait mettre aussi valeur absolue de la charge, parce que la charge pourrait être négative. Et lambda c'est la charge répartie sur toute la longueur, donc on appelle ça assez logiquement la densité linéique, la densité de charge linéique. Là, c'est la densité de charge sur la surface, donc ce sont des coulombs par mètre carré. Et lambda, ça va être des coulombs par mètre. C'est-à-dire que c'est la charge sur une unité de longueur, donc la densité de charge linéique. Voilà, pour l'instant, ces formules-là, il faudrait juste les retenir, mais on fera des applications ultérieurement dans l'année.